Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'émission Le Grand Déballage, un enregistrement qui s'est fait à Lomé au Togo avec le représentant résident du Fonds monétaire international. Il est burkinabé, il a 38 ans. Le docteur Sampaowende Jules Tapsoba est avec nous, notre invité de ce jour. Docteur Jules Tapsoba, bonsoir à vous. Bonsoir Ismaël Ouedraogo. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info pour l'émission Le Grand Déballage. Avec vous, nous allons passer en revue les grandes réformes qui ont été entreprises au Togo. Nous allons également parler de la situation politique au Burkina, la situation économique aussi. On s'est dit, vous êtes burkinabé, vous êtes loin de vos frontières, mais quand même vous avez un regard sur ce qui se passe dans votre pays sans doute. Tout à fait, burkinabé avant tout. Donc il est normal que vous vous intéressiez à ce cas-là. Mais avant tout, je voudrais vous dire merci de vous intéresser à ce qu'on fait. Et merci pour l'opportunité de partager notre expérience avec d'autres qui sans doute seraient utiles. Merci à vous aussi de nous avoir ouvert vos portes afin qu'on puisse véritablement échanger sur ce que vous faites ici. Si on vous disait tout de suite un jeune crack au service du Fonds monétaire international venant d'un pays pauvre comme le Burkina Faso, est-ce que cela donne des frictions particulières? Pour moi, c'est un sentiment de fierté. Être burkinabé dans une institution internationale, représenter la voix de mon pays à ce niveau-là et à ce niveau de responsabilité, tout naturellement, c'est une question de fierté et aussi d'exemple pour mes compatriotes et aussi les jeunes à venir, pour dire que rien n'est impossible. Ce n'est pas le métier le plus top au monde, mais au moins on a une occasion, une opportunité d'influencer certaines décisions. Et je crois que ça peut être le rêve de tout jeune économiste. Alors, servir le FMI, certains parleraient des valeurs locales, des institutions de Bretton Woods qui viennent donc dans un pays de la sous-région pour davantage paupériser la population au profit des dirigeants. Tout à fait. Merci pour la question. Effectivement, il y a un stigma qui est là sur le Fonds monétaire international. Mais je crois que c'est une question d'information et d'explication. Il faudra recentrer ce qu'est l'institution FMI. Le FMI est une institution internationale dont l'objectif c'est d'assurer la stabilité macroéconomique. Stabilité macroéconomique veut dire quoi tout simplement? Permettre aux agents économiques d'avoir une certaine visibilité, une certaine stabilité dans leur devenir quotidien. Donc quand on a cette vision-là, on se dit pourquoi le FMI fait ce qu'on a à faire. Donc on agit avec le gouvernement de telle sorte que demain, lorsque un agent économique va entreprendre des décisions économiques, que ce soit dans un environnement de stabilité. Donc pour moi, ce n'est pas un élément de paupérisation, c'est plutôt un élément de soutien même à sortir de la situation de paupérisation. On reviendra naturellement là-dessus de fond en comble tout à l'heure. Je voudrais quand même vous poser cette question de Washington au siège à Lomé. Comment se sont passées finalement les péripéties de cette nomination? Parce qu'on se disait que c'est un poste qui est dévolu aux anciens, ceux qui sont peut-être à quelques 2 ou 3 ans de la sortie. Mais vous, jeunes aujourd'hui, à 38 ans, vous venez donc comme représentant résident, ça semble un peu inédit tout de même dans l'institution. Inédit, mais pas la première fois dans l'institution. Je crois qu'avant moi, d'autres l'ont fait. Donc, ce n'est pas exceptionnel en fait? Je ne dirais pas cela. C'est un fait d'art, mais ce n'est pas exceptionnel, ce n'est pas unique. Et il y a eu dans le passé aussi des gens à cet âge-là qui l'ont fait. Alors, le processus de nomination, comme vous me le demandez, très simple. L'individu doit exprimer son besoin lorsque le poste s'ouvre. C'est un mandat de 3 à 4 ans et on fait un concours interne, on fait des interviews en interne, donc il y a un peu de compétition et au vu des différents intérêts, des différents profils, l'institution décide qui viendra et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'opportunité de venir dans la région et de voir le terrain économique parce que rester dans ses bureaux à Washington, c'est bien beau dans la théorie, mais il est toujours bon de voir comment une économie fonctionne réellement. Le choix du Togo, est-ce parce qu'il y a beaucoup de défis à relever, la proximité avec votre pays d'origine, le Burkina Faso? Oui, comme vous le savez, tout Burkinabé a toujours le désir d'être à côté de chez soi et je crois que le choix du Togo était dans cette dynamique-là. Le plus important pour ma personne et ma famille était d'être à côté du pays et d'être dans la région Afrique de l'Ouest et surtout dans un espace francophone, tant pour des besoins familiaux, aussi pour nous-mêmes professionnellement. Et je crois que jusque-là, ça se passe bien. Alors, en termes de transition, comme vous l'avez demandé auparavant, la dimension humaine est là, on est intégré, le peuple togolais nous a bien intégré, les autorités, donc le travail se passe bien également au niveau professionnel. Donc c'est un retour gagnant, on dirait, à partir du siège. Alors est-ce qu'en venant au Togo, vous êtes dit, je viens
pour me confronter à une situation plutôt compliquée. Un pays en crise politique, un pays également qui était dans une dynamique d'isolement avec les institutions internationales et tout ça. Est-ce que vous êtes d'abord arrivé pour briser ce mythe, essayer de ramener le Togo sur la scène internationale? Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de défis à relever sans doute. Beaucoup de défis, mais il y avait déjà une dynamique de retour sur la scène internationale. Nous n'avons fait qu'accompagner cela. Donc, nous avons commencé notre mandat ici, je dis l'institution FMI, avec ce programme-là, en 2017, début 2017, et ça fait 2 ans. Et on a des résultats au vu des challenges qui étaient au début. N'oubliez pas que la raison principale pour laquelle on était là, c'était pour assainir les finances publiques. Et cela était un défi majeur. Et également, changer le stigma qu'on avait par rapport au FMI auparavant ici. Et je pense qu'on a de bons résultats. Alors, quand vous êtes arrivé, est-ce que vous n'avez pas été confronté à des difficultés particulières? Parce que certains ont eu des difficultés au Togo ici avant votre arrivée en tant que représentant résident du FMI. Tout à fait. En fait, je crois que le métier de représentant résident, qui est en réalité être ambassadeur d'une institution internationale dans un pays en développement, c'est la communication et la diplomatie. Donc, quand on dit communication et diplomatie, il y a des challenges d'échange. Donc cela, évidemment, c'est parsemé de tout travail dans ce domaine-là. Et nous avons eu à faire face à ça. Mais au fil du temps, à force d'explications, à force de montrer notre technicité, à force de montrer notre apport, je crois qu'aujourd'hui, à l'instant T, je puis vous dire que nous sommes dans une bonne dynamique d'échange et de coopération avec le gouvernement. En venant au Togo, est-ce que vous vous êtes dit qu'il y a 2 ou 3 axes majeurs sur lesquels je planifie mon travail pour qu'à la fin de ma mission, on ne puisse pas dire que voilà un jeune Burkinabé qu'on a nommé à un poste aussi important qui est venu échouer? Oui, c'est vrai que quand on commence un tel sacerdoce, on a toujours des appréhensions. La première, c'était de dire, comme je vous l'ai dit, la diplomatie est importante. Comment réussir à amener le Togo à gagner ce combat de programme, parce que ce n'était pas donné. Vu les challenges qu'on avait, on reviendra on reviendra là-dessus, parce qu'il y a le PND voilà, et beaucoup de choses à aborder. Des défis qui étaient assez importants. On s'était dit, il fallait qu'on donne le maximum. Et comme vous le dites aussi, le Togo, c'est un pays de la région, c'est un pays frère. Donc il fallait aider le Togo en termes de capacité aussi à comprendre ce programme-là et aller de l'avant. Donc, et enfin, les challenges techniques qui étaient là, on s'est donné comme 2 ou 3 objectifs, et notamment au niveau de l'assainissement des finances publiques, l'assainissement du système financier, et aussi apporter un côté social, un volet social au programme, ce qui a été fait. Et bon, le programme n'est pas encore terminé, mais aux 2 tiers du chemin. Et je crois que tout s'accorde à dire qu'au moins on a réussi à faire des résultats acceptables. J'ai entendu à plusieurs reprises des mots qui reviennent de façon récurrente. Assainir les finances publiques. Pour le citoyen ordinaire qui nous écoute, ça veut dire quoi? Assainir, c'est très simple. C'est-à-dire que je prends le cas d'une famille pour qu'on puisse bien se connecter à cette notion-là. Lorsque vous êtes très endetté, le service de cette dette-là est très important. C'est-à-dire lorsqu'on va à la banque et qu'on prend certaines sommes qui dépassent près de 80% le revenu annuel, à un moment donné, le coût de cette dette-là, puisqu'il y a des intérêts à payer. Et lorsque vous êtes dans cette situation, ça veut dire que tout revenu que vous générez, une fraction importante, va seulement pour payer les investisseurs. Ça, c'est un défi très important au Togo. Alors, je vous donne quelques chiffres. Au début du programme, nous étions une dette sur le revenu national autour de 80%. Au début du programme. Et cela correspondait à un service de la dette, c'est-à-dire l'intérêt qui était payé aux investisseurs était autour de 25%. Alors, de la recette. Ce que ça veut dire très simple, lorsqu'on collecte 100 francs d'impôts au niveau chaque citoyen togolais, 25 francs allaient simplement à payer les investisseurs. Il restait 75 francs pour faire le reste. Donc, le challenge était d'assainir. Et assainir veut dire essayer de réduire le poids de cette dette-là. Et aujourd'hui, je puis vous dire en faisant des réformes, cela s'entend? Des réformes, beaucoup plus de recettes et aussi beaucoup plus de chasse aux dépenses improductives. Et aujourd'hui, à l'instant T, on est autour de 15% comme service de la dette. Alors 15%, techniquement, qu'est-ce que ça représente si on parle du fait que le panier de la ménagère doit le sentir? OK. Plutôt, je parlerai du panier de l'État qui le distribue. Oui. Donc, ça veut dire que si l'État récoltait 100 francs en 2017, lorsqu'on a commencé notre programme, et l'État mettait 25% et 25 francs dans le paiement des intérêts, aujourd'hui, l'État ne met que 15 francs. Autrement dit, en dynamique, nous avons économisé près de 10 francs. Et ces 10 francs, ça veut dire plusieurs écoles, puisqu'on est à l'échelle de l'État, ça veut dire plusieurs hôpitaux. Donc, quand même, nous sommes assez fiers de ce résultat-là. Et nous sommes dans une dynamique, à la fin du programme, on aura beaucoup mieux.
Pour vous donner une métrique, oui. dans la région, on est autour de 5-10% pour même pour le taux de croissance éventuel. Je parlais plutôt du poids du service de la dette, 5 à 10%. Pour l'ensemble des pays, hein, c'est peut-être la même chose de la plupart des pays de la sous-région? Non, des pays de l'UEMOA, on est autour de 5-10%. C'est-à-dire pour chaque 100 francs collectés, les autres pays payent 5 à 10 francs pour l'investisseur. Mais le Togo était dans une situation particulière où on payait 25 francs à l'investisseur. Donc, ramener le Togo à cette norme-là était important pour nous. Donc, voilà un peu ce qu'on... La conséquence immédiate en termes de taux de croissance a donné quoi? Alors, conséquence immédiate, je dirais plutôt maintien du taux de croissance. Lorsque nous sommes venus, pourquoi la dette togolaise était élevée? C'est parce qu'ils ont eu à faire des infrastructures structurantes, notamment l'aéroport, le port et beaucoup de routes. Alors, cette croissance était portée par la commande publique. On était autour de 6-5%. Et nous, quand on a commencé le programme, l'idée c'était de maintenir ce taux-là malgré le retrait de la commande publique. Et on a des résultats. Jusqu'à présent, malgré les différents soubresauts, le Togo est autour de 5,4 en termes de potentiel. Et dans le futur, avec la vision de développement qu'ils ont, on est en train de viser 7%. Donc, je crois que c'est des résultats assez appréciables. Alors, quelles ont été les principales réformes pour finalement économiser ces 10 francs-là? Parce que donner ainsi, le citoyen togolais est appelé à se poser la question de savoir sur quel axe majeur on a travaillé pour en arriver à ce résultat. Alors, je dirais plusieurs axes. Le premier, c'est ce qu'on appelle consolidation budgétaire. Alors, consolidation budgétaire, c'est très technique, mais très simple aussi en même temps. Alors, pour réduire une dette, il y a plusieurs façons. La première façon, c'est de faire plus de revenus. Donc, le ratio baisse. Ouais, ça, c'est le terme mathématique très simple. Mais en même temps, on peut jouer aussi le numérateur, c'est-à-dire réduire ses déficits. Réduire ses déficits, ça veut dire quoi? Lorsqu'on dépense plus que ses recettes, à un moment donné, ce n'est pas tenable. C'est ça qui crée de l'endettement. Lorsqu'on a plus de dépenses que ses recettes, on est en train toujours de s'endetter pour tenir. Alors, est-ce que ça a été plutôt le fruit d'un engagement des autorités que des réformes du Fonds monétaire international? Je crois que c'est plus l'engagement des autorités, parce que le Fonds monétaire international agit comme un conseiller. C'est-à-dire, lorsqu'on vient, c'est le programme des autorités d'abord, avec notre expertise, et on essaie de les accompagner dans ce sens-là. Tout en ayant un moyen de pression sur ces mêmes autorités? Moyen de pression, certes, je veux dire, c'est plus des différents métriques qu'on s'entend ensemble, tous les 6 mois qu'on vérifie. Donc, je ne dirais pas le moyen de pression, plutôt des repères dans le temps, convenus de façon consensuelle, et qu'on pense qu'au vu de l'expérience internationale, c'est la voie à suivre pour avoir des résultats. Donc voilà un peu ces aspects. C'est pas de la, je vois le stigmate que vous êtes en train de mentionner. La conditionnalité ou les conditions, nous on les appelle même plus comme ça, on les appelle des repères structurels, des repères quantitatifs. C'est-à-dire on s'entend en début. Ce sont les mots qui changent, mais le contenu demeure le même. Non. La forme aussi a un peu changé, en ce sens que c'est consensuel. Ce n'est plus venir imposer, le gendarme qui vient, voilà. C'est plus une discussion. C'est-à-dire au jour le jour, on discute avec les autorités, on voit ce qui est faisable et de façon consensuelle, puisque l'objectif maître du programme est acquis, c'est la réduction de la dette. Donc au vu de ça, bon, il n'y a pas de façon, il n'y a pas de baguette magique, il faudra faire certains assainissements. Et lorsqu'on a ça, c'est acquis. Et l'autre pendant du programme, ce sont les réformes. Et ça, le Togo a montré qu'il y a des succès. Des réformes dans quel secteur particulièrement? Environnement des affaires. Ça, c'est très important. Le Togo fait partie des 10 pays les plus réformateurs au monde. Et cela, on a eu le résultat en quelques années. Le classement Doing Business. Le classement Doing Business. Des classements souvent qui sont remis en cause et tout. Comme tout classement. Souvent fait débat. Comme tout classement. Je ne connais pas ce classement au monde qui n'est pas contesté. Mais au moins, ça donne un repère aux décideurs politiques de voir un peu là où il faut aller. Donc, pour moi, c'est déjà un début. Sur certaines métriques, des faits observables, on voit que le Togo, il est plus facile de faire des affaires au Togo aujourd'hui que dans le passé. Et cela veut dire pour l'investisseur, c'est quoi? C'est de venir, donc l'investissement privé. Le Togo fait partie a atteint le point d'achèvement du Millennium Corporation. Ça, c'est pas mal déjà, le compact américain. Le Togo fait partie du compact avec l'Afrique du G20. Ça, c'est déjà pas mal. Le Doing Business, il progresse. Ils ont réformé leur code minier et leur code des impôts plutôt. Ils ont réformé leur code des investissements. Dans les classements 2 et Mo Ibrahim, ils ont progressé. Donc, je pense qu'il y a des choses, ils ont progressé. Mais évidemment, vous trouvez aussi des choses où ils n'ont pas progressé. Donc ça, c'est la vie de la nation. Et quelles sont ces choses, justement? Parce qu'il ne faut pas mettre en avant que ce qui marche, mais vous avez dû déceler aussi ce qui ne marche pas au Togo. Tout à fait. Par exemple, un des aspects où on a eu un peu de difficultés dans le programme, c'était l'assainissement du secteur bancaire. L'assainissement du secteur bancaire, il y a 2 banques publiques ici,
qu'il faudrait restructurer. Restructurer en faisant quoi concrètement? Privatiser? Alors, il y avait deux options. La première option, c'était de les fusionner et d'en faire une entité plus solide et à terme, voir comment on peut la rendre plus compétitive. Quand je dis rendre plus compétitive, c'était au choix du souverain et de l'État de savoir s'il fallait garder les structures publiques ou structures privées. Ça, c'était la première option. La deuxième option, c'est plus d'aller vers la reprise par le secteur privé directement. Et voilà, donc le gouvernement a dans une stratégie plus globale, le désengagement de l'État dans les structures publiques, de façon générale, a voté une loi de privatisation. Et le processus est en cours. Voilà que ça revient encore, parce que dans la plupart des pays francophones, le même mot revient, et c'est la caricature de ce qu'on fait de votre institution. Le FMI ne vient que pour solliciter ou encore encourager la privatisation. Qui dit privatisation dit perte d'emploi généralement pour les travailleurs. On l'a remarqué, restructuration et tout ce qui va avec. Moi, je suis un peu décomplexé par rapport à ce terme de privatisation. Ce n'est qu'un mot. Privatisation veut dire restructuration. Privatisation veut dire compétitivité. Alors, évidemment, je prends un cas très simple. Si vous avez votre propre entreprise qui a des difficultés et qui vous amène à recapitaliser, à remettre des sous, de l'argent public, qui aurait pu servir à autre chose, le social, l'investissement public, et vous faites cette opération plusieurs fois, vous ne voyez pas de résultat, ça veut dire qu'il y a un problème beaucoup plus profond de gouvernance. Ça veut dire que le secteur public a montré ses limites à ce niveau-là. Et dans ce contexte-là, il faudrait voir d'autres options. Est-ce que quelqu'un d'autre ne pourrait pas apporter de la compétitivité? Revenons au secteur bancaire. Dans l'espace Togo, il y a 13 banques, 2 publiques. Les 11 autres ne sont pas publiques. Et lorsqu'on regarde les résultats, ce sont les banques privées qui font le mieux. Dans l'Union, c'est encore beaucoup plus intense comme compétition. Donc je crois que l'ère de dire privatisation versus public est un peu révolue. Plutôt la métrique de compétitivité. Si une structure publique est compétitive, on la garde. Ethiopian Airlines, dont chacun aime mentionner comme un exemple. C'est public et ça marche. Beaucoup de compagnies de télécom sont publiques, ça marche. Donc c'est une question de gouvernance plutôt que de privatisation. Et le FMI n'est pas justement là pour encourager que la privatisation, parce que c'est cette image-là qui est collée à votre institution. Et vous venez de prendre le cas des banques aujourd'hui, et la dynamique est enclenchée certainement avec votre bénédiction sans doute. Non, tout à fait. Malheureusement, des exemples édifient la généralité souvent dans l'opinion publique, et ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas là pour prendre des positions. Comme je l'ai dit, notre mandat est très simple. Stabilité macro, faire de telle sorte que les finances publiques soient dans une certaine condition qui permettent d'aller dans des objectifs de développement. C'est ce pourquoi on est là. Alors, toute action qui affecte les finances publiques, évidemment, on a un regard dessus, de conseil. Encore une fois, de conseil, on n'impose jamais rien. Si aujourd'hui, le FMI n'est plus, là, on plie bagage, on repart. Donc moi, je ne verrais pas ça comme un truc, mais plutôt une certaine entièreté, finances publiques, c'est ça l'encre. Et autour de ça, toute action, on essaie d'aider le gouvernement à proposer. Comme je dis, avoir une banque publique, c'est bien. Ne pas avoir une banque publique aussi, ce n'est pas négatif. Tout est une question de gouvernance. Et dans le cas précis, il y a un problème de gouvernance dans ces institutions. Et donc la dynamique est enclenchée au Togo, la privatisation des 2 banques. Oui, et je généralise, ce n'est pas seulement les 2 banques. Il y a d'autres compagnies aussi qui sont sur la dynamique de regain de compétitivité et d'apport du secteur privé dedans. Ça ne veut pas dire que l'État perd toute participation dedans. Je veux dire, par exemple, une entreprise, si l'État a 51%, elle est publique. L'État sert 2%, elle devient privée. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut voir. C'est une certaine métrique de majorité. Et tout ce qu'on dit, c'est apporter le privé. Est-ce qu'au niveau du FMI, vous encouragez les États à rester justement, même s'ils ne sont pas actionnaires majoritaires, dans les capitaux de ces différentes institutions ou entreprises, pour éviter effectivement que le privé ne vienne faire que la pluie et le beau temps, chasser comme on veut, parler de la restructuration et puis mettre tout le monde dehors, prendre que le minimum de travailleurs? Non, je suis un peu en porte-à-faux avec ce que vous dites par rapport au privé chasse, le privé fait des on a vu des cas quand même, on a vu des cas. Je ne généralise pas. L'exemple édifie souvent la généralité, mais le public et le privé aussi est souvent le premier employeur dans certains de nos pays. Bien entendu. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de champions nationaux qui emploient beaucoup, donc je ne verrai pas ça. Le FMI n'a pas de politique à ce niveau. Je reviens encore à notre mandat. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. On ne rentre pas dans les détails spécifiques. C'est contextuel. Par exemple, dans d'autres pays, on ne parle pas d'assainir le secteur financier. On ne parle pas de privatisation. Dans d'autres pays, ça dépend du contexte qu'on a. Pour le Togo, effectivement, c'est arrivé qu'il y avait 2 ou 3 challenges. Le premier, c'était la dette publique. Le second, c'était le problème que ces 2 banques-là posaient aux finances publiques.
Et après, il y a beaucoup plus de réformes structurelles et structurantes qu'il fallait amener au niveau des finances publiques. C'est ce qu'on a eu à se focaliser. On se déplacerait de frontières, le contenu du programme différentiel, mais on n'a pas de vision particulière ou d'opinion particulière sur la participation de l'État. Souvent encourager la restructuration en passant par la privatisation, est-ce à dire souvent que les États ont failli dans la gestion de ces institutions, par exemple? Bon, je ne dirais pas failli. Failli, c'est un mot assez négatif. C'est une gouvernance. L'État est là, mais il y a des démembrements de l'État, il y a des individus qui représentent l'État, que peut-être leur gestion n'est pas idoine, ou le choix d'investissement de l'État dans ce secteur-là n'a pas été idoine. Alors, comme on est tous burkinabés, on peut se reconnecter à notre contexte. Au Burkina, on n'aime pas ce qui est... Il y a eu des entreprises privées qui n'ont pas marché et que l'État a dû soit fermer ou soit céder. Ça, dans l'histoire économique du Burkina Faso, on peut en trouver, n'est-ce pas? Et je pense que c'est mieux pour l'argent du contribuable à ce niveau-là que lorsque quelque chose, un investissement ne marche pas, qu'on reconnaisse. Un privé, vous et moi, on investirait dans un secteur et on verrait que ça ne marche pas. Rapidement, on fermerait et on changerait de jour. Parce que l'État aussi, c'est comme un bon père de famille. Il doit trouver le juste milieu, la valeur de la monnaie et de l'argent pour ses citoyens. C'est ce qui se passe. Donc, moi, je ne ferai pas de religion sur cette histoire de privatisation. Je serai plutôt sur le résultat. Et on peut être actionnaire minoritaire et recevoir des dividendes. Ça veut dire de l'argent qui rentre dans le budget, plutôt que de recapitaliser une entreprise qui marche. Ma question n'a pas été répondue, l'une de mes questions, les deux dernières surtout, quand je parlais du fait que le FMI peut être encouragé les États à avoir toujours quand même des actions dans ces entreprises, même s'il y a privatisation, pour avoir un regard quand même, n'est-ce pas? Non, vous l'encouragez ou pas? Je crois que j'ai répondu à cette question, c'est de dire nous n'avons pas de position. Je crois que d'autres institutions... Vous donnez votre opinion même si vous n'avez pas de position. Si on est consulté, on pourra donner notre opinion d'économiste. Et c'est au cas par cas. En économie, il faut toujours éviter, ou en politique publique, de généraliser. Il faut toujours contextualiser. Et je crois que j'ai répondu à cette question en disant, en gros, il est difficile de vous donner une certaine généralité, tout dépend du contexte. Et je vous donne le cas togolais, parce que ces banques publiques-là, puisque c'est sur ça que vous focalisez, ont des problèmes de recapitalisation assez réguliers. Et l'idée, il est reconnu de tous les acteurs de développement qui sont dans ce domaine-là, que lorsque vous avez atteint cette situation-là, il n'est plus utile de mettre l'argent du contribuable dedans. Il faudrait voir si quelqu'un d'autre, en prenant... Et ça ne veut pas forcément dire mettre les gens au chômage. Ça veut peut-être dire une question de gouvernance. Voilà. À partir de travailler pour l'État est différent de travailler pour le privé. Les obligations de résultat sont totalement différentes. Et si les conséquences de cette privatisation ou de ce changement de méthode de gouvernance débouchaient finalement donc sur des pertes d'emplois? Ça, c'est une supputation. Et je ne pense pas que ce soit l'État. Nous, on n'a pas rentré dans la négociation entre l'État et d'autres personnes. Mais généralement, quand ce processus-là est fait, l'État est bénévolent, l'État essaie de trouver des mesures d'accompagnement, si c'est le cas, ou essayer de sauvegarder de l'emploi. Bon, regardez de par le monde, ce n'est pas la première fois qu'on parle de mettre de l'entreprise privée dans le public, et ça peut aller dans l'autre sens. La crise de 2008, beaucoup d'entreprises privées ont failli, mais on a estimé que ça avait des conséquences systémiques. Beaucoup d'États sont rentrés dans le capital. On peut prendre les cas européens avec le secteur automobile ou le cas américain avec le secteur de l'immobilier. On a vu cela. Quand c'est cela, on ne dit pas « Oh, l'État, c'est pas bon, c'est pas... » Mais quand c'est dans l'autre sens, on veut dire. Donc, pour moi, c'est pour ça qu'il faut être contextuel et voir. Un économiste doit regarder c'est quoi la maladie de l'économie et comment résoudre ça. C'est comme un médecin. Un médecin ne vous dira pas tout le temps prenez du paracétamol. Il va vous faire le diagnostic. En fonction de ça, il contextualise la prescription. Vous l'avez dit, le programme, donc, ça fait pratiquement 2 ans que vous l'implémentez au Togo. On parle du PND, le Programme national pour le développement au Togo, un plan qui tiendra sur l'échelle 2018-2022. 4 ans donc sur un programme de près de 5 000 milliards de francs CFA, 500 000 emplois en perspective, 7% de croissance. Est-ce que c'est réaliste pour un pays comme le Togo aujourd'hui, de par l'analyse ou encore le représentant du FMI que vous êtes, quand vous avez regardé le document, vous avez suivi? Non, merci pour cette question, parce que je pense que c'est un élément fondamental du devenir du Togo. Alors, en tant qu'institution, on a participé à la phase de réflexion de ce programme-là. Et je le trouve original. Ce n'est pas pour tirer la couverture sur ma propre personne ou sur ceux qui y ont participé, en ce sens que c'est focalisé sur l'avantage comparatif du pays. Alors, ça veut dire quoi ce programme-là?
le Togo a décidé, au vu de son positionnement géographique, ils seront le hub logistique de la région. 3 axes majeurs, C'est l'un des axes importants de ce PND. Ils seront un centre d'affaires, ils ont déjà une tradition. Ecobank, Aura Group et d'autres institutions financières ont leur siège ici. Pourquoi ne pas capitaliser dessus? Deuxième, la transformation agricole et industrielle pour aller pour des manufactures, parce que le Togo a certains avantages, notamment au niveau salarial dans la région. Et enfin, comment tenir compte de la cohésion sociale. Alors maintenant, on parle de réalisme, de crédibilité, le point de votre question, 5 000 milliards. Moi, je ne m'attacherai pas plutôt à ça. Je veux qu'on se focalise sur la vision. Tout de même. Les chiffres accompagnent la vision. Oui, bien sûr. Et reconnaissons que la vision est excellente ici. Voilà, ça sort des sentiers battus. Prenez d'autres plans de développement, on a une multiforme d'objectifs. Là, c'est concentré sur 2 au niveau économique et un 3e au niveau social pour accompagner tout ça. Donc ça, je trouve déjà un début. Alors maintenant, en termes de chiffres, c'est des estimations techniques. Et lorsqu'on fait tourner le cadrage macroéconomique et tous les paramètres, on arrive à des chiffres, je vous donne les chiffres exacts, c'est 4 622 milliards de financement sur 5 ans. Alors, et cela veut dire, en termes d'emplois nouveaux qui va être créé, emplois nouveaux, ce sera autour de 315 000. Ah ben, le gouvernement précise sur le site de la présidente du Togo que c'est 500 000 emplois. Emploi total. Oui. Emploi total. Il y a des emplois que le système actuel va générer, le scénario de référence générera de toute façon. Et l'idée, c'est un changement structurel. C'est-à-dire, si vous courez, par exemple, à pied, et que du jour au lendemain, vous décidez, avec la vision, que vous allez avoir une moto, évidemment, la vitesse de croisière n'est pas pareille et la dynamique d'arrivée n'est pas pareille. Donc, ce que je vous donne, c'est ce que le scénario nouveau du plan apporterait, en plus du scénario tendanciel que vous avez. Sans contester les 500 000 emplois de on la ne conteste pas. officielle. On ne rentre pas dans les contestations. C'est simplement des chiffres exacts que je vous donne, qui sont exactement cités dans le PND. Tout est une question de communication et des chiffres sur lesquels on veut. Moi, je vous donne, en tant que technicien, ce que le scénario nouveau apporterait. Voilà. Et c'est basé sur des estimations techniques. Voilà. Donc, 4 622 milliards, dont les 2 tiers vont venir du secteur privé. C'est un souhait. Oui, 65%, hein, c'est ce qui est clair. C'est ça, c'est un souhait. Oui, mais 65% pour le secteur privé, 25% donc... 35%. 35% du reste donc pour les autres. Est-ce à dire aujourd'hui que c'est un modèle de développement endogène qu'il faut peut-être encourager et souhaiter pour les autres pays? Ou un peu plus réaliste pour revenir à votre point, parce que généralement quand les gens font le plan, soit on compte sur les partenaires techniques et financiers. Oui, nous avons regardé le document, effectivement, on n'a pas vu quelque part où on disait que ce sont les partenaires techniques et financiers qui allaient compléter le reste, hein, 65% mettre à l'actif du secteur privé. Donc c'est peut-être particulier quand même. C'est ça, moi je dirais plus réaliste, c'est-à-dire on reconnaît que l'État ne peut pas tout faire. Hein. 2, on reconnaît que les PTF ne peuvent pas tout faire. Quand même, le point du développement doit être le secteur privé, c'est l'objectif du développement. Donc, c'est une place reconnue. Mais juste pour nuancer, quand on met 65%, c'est un souhait que le secteur privé vienne financer les 65%. Ça veut dire qu'il y a un travail profond à faire pour attirer le secteur privé, notamment assurer un cadre d'investissement stable, stabilité macro, FMI. Notamment faire des réformes au niveau du climat des affaires, le doing business, on en a mentionné. Attirer les différents mécanismes internationaux comme le MCC, comme le Compact avec l'Afrique. Donc ça permettrait au secteur privé, quand quelqu'un veut faire un investissement, de voir le Togo comme un point d'entrée de la région. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Le Togo fait beaucoup de communication envers les investisseurs. Et enfin, le Togo s'apprête actuellement à aller vers les marchés internationaux pour avoir des devises qui permettraient de financer le développement. Donc vous voyez, il y a une certaine dynamique qui est là. Et c'est réaliste aussi en ce sens que si on prend la partie publique, les 1622 milliards, que vous divisez sur 5 ans, ça fait 324 milliards par an. Les 324 donc ce n'est pas la mer à boire pour un État. C'est la moitié en fait. Oui. de la recette publique actuellement. Donc l'État peut rediriger ces sommes-là sur des projets PND. Donc c'est faisable. On prend la partie privée, les 3 000 milliards, vous les divisez, ça fait 1,7 milliard de dollars. Vous les divisez par an, c'est des choses réalisables. Vous voyez, qu'un pays reçoive 1 milliard de dollars sur une année, ça se fait. Maintenant, c'est la condition, c'est que d'abord, il faut assurer toutes les réformes. Et c'est ce qu'on est en train de faire, cadre macro, réforme du climat des affaires, et aussi avoir une communication vers les entreprises, les investisseurs internationaux pour dire qu'aujourd'hui, il fait bon de faire le business au Togo. Alors, 500 000 emplois, même si vous parlez de 350 000 emplois, près de 5 000 milliards, encore je reviens là-dessus. Mais il y a un autre aspect important, on parle du taux de croissance avec ce PND togolais là, de 7% à l'horizon 2022. 7%, ça n'atteint pas 2 chiffres, alors que de façon générale, les mêmes techniciens nous disent partout
c'est pareil. Si vous n'atteignez pas 2 chiffres, ça veut dire qu'il y a la population elle-même ne bénéficie pas des retombées économiques. Oui, encore une fois, peut-être ça qu'il faut nuancer. La dynamique, c'est plutôt la progression. Il n'y a pas de métrique à dire si on a 15-20%, on se développe. Mais tous les économistes le reconnaissent, vous n'allez quand même pas le nier sur notre plateau. Non, on ne le nie pas. Oui. C'est toujours bon d'avoir de croissance à 2 chiffres. Oui. Mais s'y approcher aussi, c'est un progrès. 7% à 10, 15%, Mais c'est quand même loin. d'où vient-on? Je Oui. vous ai, au début de l'émission, nous avons dit que le Togo avait un potentiel actuel de 5,4. Quand on ajoute 2 points, je pense que ça se fera sentir. On a l'impression que les ambitions sont limitées. Pas limitées, mais réalisées. Vous-même qui avez commencé avec ce point-là, je vous mettrai dans un plan à 2 chiffres, vous me direz, ah, c'est difficile de le réaliser. Maintenant, on vous met un scénario qui semble être réalisable et l'idée, c'est d'accélérer de 5,4 à 7 et quelques, 7,2 d'ici 2022. Et la dynamique, c'est pas la vie ne s'arrête pas après 2022 au Togo. Il y aura un autre plan. Peut-être donc, ça prend du temps pour accélérer. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est pas que c'est pas ambitieux, c'est plutôt réaliste. Et l'idée, c'est qu'avec toutes les réformes pensées, si cela s'est mis en œuvre comme il le faut, on devrait atteindre cela. Alors, vous avez dit, vous êtes là, ça fait presque 2 ans. Il y a le PND aussi qui court pour 5 ans. Apparemment, vous écoutez attentivement. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles au Togo. Bon, je ne fais en termes de réforme. Je ne fais que relater les faits. Ce n'est pas seulement l'institution FMI qui le dit. Vous pouvez consulter d'autres institutions aussi. Je crois que pour le moment, les faits sont qu'avec le programme du FMI, l'accompagnement du FMI, ça fait 2 ans. On n'a raté aucune revue. On a tout fait comme il fallait et on a des résultats. Et même le chef de l'État, souvent dans ses discours, le reconnaît aussi. Donc, pour moi, c'est un motif de satisfaction que les résultats soient là avant la fin du programme déjà. Et donc, ceux qui s'opposent à ce pouvoir-là vont vous dire, mais c'est peut-être pas juste, hein, vous êtes en train de travailler pour un pouvoir politique. Je leur répondrai, nous sommes dans l'aspect technocrate de la chose. L'aspect dialogue politique ou discussion politique n'est pas de notre obédience. Mais vous les encouragez tout de même. Vous souhaitez qu'il y ait certainement une entente politique, qu'il y ait moins de manifestations pour que le pays puisse... Tout économiste souhaiterait un environnement stable pour travailler. Tout économiste souhaiterait un décideur, souhaiterait un environnement stable pour travailler. Mais maintenant, comme je vous dis, là où nous on a l'action, c'est la stabilité économique. La stabilité politique, il y a d'autres institutions, d'autres personnes qui sont plus qualifiées, habilitées. L'instabilité politique peut avoir des conséquences sur la stabilité économique. Personne ne le nie. Personne ne le nie. Mais malheureusement, l'économie ne peut pas prévenir le politique. C'est plutôt dans l'autre sens. Et l'idée, c'est de construire une économie résiliente autour de ça. Et vu que vous mentionnez cette question, il y a eu une crise sociopolitique ici au Togo, juste à notre arrivée en 2017, septembre 2017. Et les conseils, les interactions qu'on a eues avec les autorités, c'était de voir comment on peut insuler l'économie, rendre l'économie plus résiliente à ces choses-là. La politique, c'est une chose, l'économie, c'est autre chose. Ce qui est bien clair, donc on évolue dans ce débat avec vous. PND au Togo, Burkina Faso, c'est le PNDS. On a l'impression que finalement, la plupart des pays africains, c'est du copier-coller dans la dynamique des réformes politiques. Pas du copier-coller, mais ces pays-là se ressemblent tellement. C'est les mêmes challenges, donc forcément, on ne peut que retrouver le Togo est un pays côtier, le Burkina est un pays sahélien, tout de même il y a des nuances, mais avec les mêmes différences défis, quand même. Avec les mêmes défis de développement. Mm-hmm. Les taux de croissance sont pareils, la structure de la population est jeune, le niveau de social est pareil à peu près. Donc, je me dis, ces pays-là, in fine, se ressemblent, donc c'est pour ça. Mais je ne dirais pas que c'est du copier-coller. Il y a toute une évolution. Hein. Vous voyez, si vous prenez le cas du Burkina Faso, chose sur laquelle vous voulez conseiller. Le PNDS, 18 000 milliards. Le PNDS n'est que l'aboutissement de plusieurs plans aussi. Il y a eu la SCAD avant, le CSLP 1, CSLP 2. Et avant la révolution aussi, on avait des plans de développement. Il y a eu la période des passes après la révolution. Il y a eu la révolution elle-même. Donc, je veux dire, quand on prend l'histoire du Burkina Faso, ce n'est pas un long fleuve tanké en termes de planification. Donc, le plan, c'est juste des mots. Ce qui est bien là-dedans, il faut voir la vision. Le PND, la vision, c'est quoi? Au moment où le PND était en train d'être généré, c'était quoi la demande au Burkina? C'était plus de gouvernance, c'était plus de modernisation des institutions. Et c'est ça les deux axes principaux du PND. Après, maintenant, il y avait le troisième axe qui était de la croissance. Alors, le cas togolais est un peu différent et ils ont plus mis l'accent sur l'avantage comparatif, ce qu'ils voudraient être, et penser à l'inclusion sociale. Donc, vous voyez, c'est contextualisé. Il n'y a pas de copier, même lorsqu'on prend ces deux plans-là. Donc, je pense qu'il faudrait faire une réflexion au niveau de chaque État pour voir quelle est la demande sociale du moment
et qu'est-ce qu'on veut devenir dans les 5-6 ans à venir. Et là, on projette un plan de développement et on essaie de décliner les financements. Certains auraient souhaité, comme nous sommes dans une dynamique de l'intégration et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, que ces différents pays-là, qui partagent en commun beaucoup de valeurs, puissent avoir des plans uniques de développement. Là, quand on parle de hub au Togo, que le Burkina puisse en bénéficier, que ça puisse toucher le Bénin, ainsi que les autres pays de l'UEMOA. Je suis d'avis, mais cela est en train de se passer. Il y a des politiques de coordination au niveau de l'UEMOA déjà. Aller au-delà en fait des questions d'intégration des peuples, mais parler d'intégration économique majeure. Et ça se fait. Oui. Ça se fait. Par exemple, il y a le tarif extérieur commun, qui est une politique économique. Il y a la politique d'industrialisation commune. Il y a la politique d'énergie commune. Ça se fait et c'est en train d'être implémenté. Maintenant, peut-être que les résultats ne sont pas aussi rapides qu'on aurait souhaité, mais aussi, c'est vrai qu'on travaille dans la même union, mais on n'est pas totalement identiques. Il y en a qui ont des avantages comparatifs dans le cacao, d'autres ont des avantages comparatifs dans l'or, dans le coton. Donc, c'est plus une complémentarité qu'il faut voir. Et le hub logistique, c'est que le Togo a un port le plus profond de la région, et avec le corridor le plus court pour arriver au Burkina. Par exemple, ça serait une coordination naturelle au Burkina Faso, que ce soit un canal d'exportation, d'importation pour nous. Donc nous aussi, on doit penser qu'est-ce qu'on doit être. Voilà, ça, c'est une autre question. Le Burkina Faso, qu'est-ce qu'on voudrait être dans cette dynamique-là? Mais il y a toujours des politiques de développement assez coordonnées de la région. Est-ce que vous souhaitez, par exemple, qu'il y ait une forte implication de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans les politiques endogènes ou les programmes endogènes de développement? Il serait bon que l'Union ait un regard aussi là-dedans, dans ces politiques-là. Mais je crois que c'est déjà fait. C'est-à-dire quand on prend les plans de développement, vous avez trouvé toujours une section intégration régionale. Donc c'est déjà tenu compte dans les différents aspects. C'est peut-être une désir politique maintenant, peut-être d'avoir un peu plus d'implication, d'avoir des politiques de l'Union pour qu'on puisse coordonner. Mais ça, c'est en train d'être fait. Mais il ne faut pas demander beaucoup de choses en peu de temps dans une institution qui est récente aussi. Mais je crois déjà ce qu'on a ensemble, le vivre ensemble en union, les résultats qu'on a déjà appréciables, mais ça viendra dans le temps. La demande même sociale sera dans la... J'ai une institution, mais quand même vue comme un bel exemple, parce que l'UEMOA fait partie des exemples de réussite en matière d'intégration sous-régionale vantée sur le continent africain tout de même. Tout à fait, de par notre expérience ou de la vôtre, tout le monde dit l'UEMOA c'est un succès. Donc il faut être fier et comment renforcer. Je crois que vous et moi, lorsqu'on quitte le Burkina, on se retrouve au Sénégal et que c'est UEMOA, CEDEAO, on est tous fiers de ça. Donc c'est un acquis qu'il faudra renforcer. Avant de rentrer dans le grand dossier consacré au Burkina Faso, je voudrais vous entendre en une dernière question concernant le Togo. Alors, des élections sont annoncées dans les années à venir et tout ça. Est-ce que vous avez des inquiétudes qui aient peut-être des conséquences directes ou indirectes sur la mise en œuvre de toutes ces réformes que vous êtes en train d'entreprendre dans ce pays-là? Non, pas vraiment d'inquiétude, plutôt de l'attentisme et de l'observation pour voir ce que sera le résultat. Oui. Mais je crois que, comme je l'ai dit, le Togo a réussi quand même à créer une économie qui est un peu isolée, pas isolée, mais résiliente à l'instabilité politique ces dernières années, ces derniers mois. Donc, au vu de cela, je pense qu'on peut être assez rassuré que la politique restera la politique et que l'économie restera à l'économie. Donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude en tant que telle. Il y a eu des élections législatives en décembre, tout s'est bien passé. Et il y a eu des élections communales aussi en juin, tout s'est bien passé. On n'a pas dit que l'économie a tangué, on est toujours sur nos projections. Donc il n'y a pas de raison que la présidentielle qui s'annonce soit ait un impact dans l'économie. Donc pour moi, je suis rassuré. Les réformes sont là. Alors, ceux qui implémentent les réformes aussi, c'est sûr que si les personnes sont différentes, forcément, il y a un impact. Mais je crois que c'est tellement ancré institutionnel qu'il n'y aurait pas de changement. Alors, ouvrons à présent le gros chapitre consacré au Burkina Faso, CSLP1, cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Il y en a eu même le deuxième. Ensuite, on est passé à ce qu'on appelle la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Aujourd'hui, nous parlons du PNDS, le Programme national pour le développement économique et social. Est-ce que vous avez l'impression finalement que c'est un manque de planification ou de vision qui fait qu'on passe le temps à changer de programme de cette manière au Faso? Non, heureusement qu'on change, parce que la vision change. Mais l'idéal aurait été qu'on se dise d'ici à l'horizon 2050 ou à 2100, voilà ce que sera le Burkina Faso, qu'on ne soit pas en train de dire chaque 5 ans, voilà ce qu'on va faire. Tout à fait. Il y a eu une période où on a eu des ministères de la prospective. Oui, bien sûr. Et le fameux Burkina 2025 qui était là. Je crois qu'il y a la dynamique aussi qui est là pour construire notre Burkina de demain. Ça doit être l'encre majeure. Ça ne changera pas beaucoup.
Maintenant, autour, il y a des plans qui seront contextualisés. Je vous donne un cas très simple, le défi sécuritaire. Il y a 2-3 ans, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, ça semble être au cœur de la politique économique, comment faire la politique. Donc, peut-être que le prochain plan devrait se pencher à cela. Donc, pour moi, ça évolue. Et il faudrait voir aussi que le Burkina Faso évolue dans le temps. Lorsque vous prenez les résultats économiques il y a 20-30 ans, ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, le Burkina Faso, depuis, disons, une dizaine, quinzaine d'années, un taux de croissance au-dessus de 6%. Il y a eu des moments où on a frôlé 8%. Alors, je mets au défi dans la région de trouver plusieurs pays à ce niveau-là. Donc, vous pensez que malgré le contexte sécuritaire, malgré souvent les plaintes des populations locales, le pays avance? Le pays avance au niveau des chiffres. Maintenant, le ressenti de certaines personnes est différent. Donc, il y a un défi encore qui reste. C'est comment amener tout le monde dans le même bateau. Mais on ne peut pas amener tout le monde dans le même bateau, ça c'est sûr. Mais il faut qu'on amène le plus possible la majorité. Donc, je comprends que certaines personnes diront qu'il n'y a pas d'inclusivité, il n'y a pas ce partage. Mais la réalité, lorsqu'on regarde les chiffres, le pays dans l'ensemble progresse. La moyenne progresse. Maintenant, comment s'assurer que la moyenne, tout le monde ait quelque chose, ça aussi c'est un autre défi, et ce qui est inscrit dans le PND. L'un des aspects majeurs sur la gouvernance au Burkina demeure la question de la sécurité des investissements. Un site minier qui est attaqué par des populations locales, vindicte populaire en substance. Est-ce que vous qui êtes burkinabé, mais technicien économiste, cela vous choque un peu de savoir que les investissements ne sont pas sécurisés à 100%? Cela peut faire fuir des investisseurs dans un pays comme le Burkina. Oui, tout investisseur ne serait pas intéressé à être dans un contexte d'insécurité. L'or est le premier produit d'exportation des Burkina. L'or est le premier produit d'exportation, mais il n'y a pas que l'or, il y a d'autres secteurs où les autres ont investi. Donc, il faudrait s'assurer que quand quelqu'un vient pour investir ses fonds, puisse opérer et puisse tranquillement le faire selon le cadre de la loi. Donc, ça, c'est vraiment un aspect clé. La stabilité sécuritaire, économique, politique, je crois que c'est des aspects qu'il ne faut pas négliger. Et il faudrait qu'à un moment donné, la population, tout le monde, on se pose des questions. Est-ce qu'on est assez suffisant nous-mêmes pour se développer ou on a besoin de certains investissements qui nous apportent du plus pour aller de l'avant? Effectivement, vous mentionnez un exemple qui est, sans rentrer dans les détails, qui pourrait donner un sentiment qu'au Burkina Faso, il ne fait pas bon de venir investir. Alors que c'est qu'un exemple qui ne peut pas édifier la généralité. Je crois qu'en moyenne, on s'en sort avec nos investisseurs et il faut qu'on travaille à ce qu'il y ait la sécurité à 100%. L'or, premier produit d'exportation, le coton, qui est un produit de rente également qui apporte gros à l'économie nationale. Quand on regarde le Burkina, on se dit que ce n'est pas un pays pauvre tout de même. Mais comment se fait-il que le pays ne se développe pas comme les citoyens le souhaitent? Est-ce un problème de gouvernance? Oui. Est-ce un problème de gouvernance, un problème de corruption? Il y a plusieurs dimensions, mais le développement est plus long que la croissance économique. La croissance économique, ce n'est qu'un terme technique. Mais là, le défi, c'est de revoir ça, comment cette création de richesse-là peut se retrouver dans l'assiette du Burkinabé moyen. Tout ça, c'est un défi. Mais il y a un problème de gouvernance, c'est sûr. La gouvernance, on ne l'atteint jamais, c'est asymptotique. Alors, on l'améliore toujours. Même aux États-Unis ou d'autres pays qui semblent top sont toujours dans le problème de gouvernance. Il y a un problème d'inclusivité sociale. Peut-être que la richesse créée se fait au niveau d'une certaine élite. Il faudrait qu'on pense comment apporter, à amener tout le monde dans le même bateau. Donc, il y a plusieurs dimensions qu'il faudrait tenir. Mais je pense que la clé de tout cela, c'est avoir des politiques sociales et assez ciblées. Il y a des gens qui sont au milieu, qui sont un peu nantis, mais il y a des encore qui se plaignent, je comprends cela, mais encore des très très pauvres qu'il faudra ramener dans le train et voir comment l'élite peut faire des sacrifices aussi pour ça. Maintenant, la définition de l'élite, ce serait ça le point de discorde. Alors, est-ce que pour vous, aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption? Parce que ce sont quand même deux éléments majeurs qui peuvent rassurer les citoyens. Quand au niveau de l'élite dirigeante, quand même, il y a des choses qui sont faites pour permettre le bon partage, on pourrait le dire ainsi, des ressources naturelles et de la croissance. Au-delà de il faut, je crois que c'est un impératif. On ne peut pas faire un pays sans cibler ces deux aspects-là. Très bonne gouvernance. Il faut que tous ceux qui ont le sacerdoce de l'État se disent on est là pour servir, pas pour se servir, ni avoir des passe-droits. Et tous ceux qui s'occupent de la corruption, qui sont en train de cibler, qu'on soit un peu dur là-dessus pour que le message passe, et qu'on reflète notre intégrité pour qu'on fasse au pays des hommes intègres. Donc, la corruption ne nous a jamais amené loin. Et certains estiment que le coût de la corruption est tellement exorbitant. Lorsqu'on compare ce qu'on perd en corruption, peut-être c'est plus que ce qu'on reçoit en aide au développement.
Donc il est temps que peut-être, c'est même pas un problème burkinabé, c'est un problème beaucoup plus fondamental. Dans les pays en développement ou ailleurs, il faudrait que le sacerdoce de l'État ne soit pas à son bénéfice, mais plutôt servi. Alors, est-ce que vous pensez que l'un des exemples majeurs pour beaucoup, c'est la lutte syndicale au Burkina, la masse salariale qui dépasse même les normes de l'UEMOA? Est-ce qu'il y a une mauvaise perception de la gouvernance ou une mauvaise politique de gouvernance parce que cela, pour certains, ne permet pas l'investissement? Mais c'est une conjonction de plusieurs phénomènes. Il y a la demande sociale, la demande syndicale, il y a aussi l'offre politique. Donc je pense que le résultat de la masse salariale, ce qu'on est en train de décrire actuellement, est plus un problème plus profond. Ce n'est pas un problème de gouvernance seulement, mais c'est beaucoup plus un paquet. Mais je ne vais pas rentrer dans la polémique ou rentrer dans les détails de qui gagne quoi. Mais c'est important quand même, puisqu'on dit que le Burkina a dépassé ce que l'UEMOA. Je pense qu'il faut plutôt résoudre la question au niveau national, au niveau de la nation, plutôt que de regarder les cas par cas. Voilà, ça c'est important. Moi je prends les chiffres très simples. Vous prenez le budget de l'État, ce qu'on dépense totalement chaque année. Vous regardez le ratio de la masse salariale dans ça, on a 36%. L'UEMOA recommande que ce ratio-là, même pas sur la dépense totale, mais sur la recette, soit à 35%. On est en train d'être au-dessus. Ça c'est un fait. Déjà, 36% de la dépense est uniquement masse salariale. Après, l'investissement, ce qu'on investit pour nos enfants et de ceux de demain, notre avenir de demain, 31%. Donc, nous sommes en train de payer plus de salaire, qui est bien, mais qui est plus porté sur la consommation plutôt que de se focaliser. Donc, à cette allure-là, le Burkina n'a pas d'avenir, en fait, selon vous? Pas qu'on n'a pas d'investissement, puisqu'on fait déjà 31% dessus. Oui. Mais j'aurais vu une dynamique pour une nation qui veut se développer, que la balance, le curseur change un peu, qu'on essaie plus de pousser les investissements plutôt que de faire gonfler la masse salariale. Mais les investissements bénéficient à qui? Investir plus pour que la population soit paupérisée davantage? Non, ça c'est une dynamique antinomique. On investit pour augmenter la croissance, on investit pour créer des activités des populations les plus pauvres. Une route simplement au Burkina, regardez qui crée des échoppes autour. Ce sont les plus pauvres, c'est le secteur informel. La bonne dame qui vend son bourmassa ou son petit gâteau serait intéressée d'avoir un goudron qui passe parce que le trafic est plus élevé. Donc ça, c'est des réalités qui disparaissent. De l'infrastructure hydraulique dans les villages, ça, c'est des réalités qui changent les vies. Donc, ce n'est pas de la paupérisation. Alors, on prend l'autre cas des gens qui sont dans l'élite, qui font certes vivre des familles, mais in fine, on laisse la décision d'investissement aux individus plus qu'à l'État. Alors, quelle garantie avons-nous que le citoyen Tapsoba prendrait son argent pour aller faire de l'infrastructure hydraulique dans son village? Plutôt, l'État doit avoir une autre politique. Donc, je n'ai pas dit qu'il est mauvais d'avoir de la masse salariale. C'est bien que tous nos concitoyens se sentent à l'aise. Mais simplement, je suis en train de voir les grandes masses. Est-ce qu'on ne doit pas déplacer légèrement le curseur vers plus d'investissement pour nos enfants dans le futur? Voilà qui est clair, on évolue dans cette émission. Nous parlons toujours du Burkina. Est-ce que vous avez un regard sur l'actualité politique dans votre pays aujourd'hui? Tout à fait. Avant d'être fonctionnaire ou de travailler dans une institution, je suis burkinabé, avant tout. Il est normal que je m'intéresse aux questions politiques. Et je les suis. L'autre débat majeur, c'est cette transition générationnelle entre la classe politique dirigeante et la nouvelle, notamment la jeunesse qui, pour beaucoup, doit maintenant prendre les devants pour pouvoir peut-être changer la dynamique de gouvernance au Burkina Faso. Oui, on entend, en fait, c'est une question qui revient dans la communauté jeune et autres. Il y a le changement générationnel qui se fait. Vous y êtes favorable? Pas favorable, pas contre, mais je pense que c'est une nécessité. C'est même pas d'avoir une opinion. Lorsqu'on regarde la structure de la population, quand même, avec 70% au moins de 35 ans, il faut à un moment donné que cela se reflète dans les actions dirigeantes, les structures dirigeantes du pays. Et je ne suis pas le seul à le dire. Vous l'avez mentionné dans votre question, même le Premier ministre actuel, lorsqu'il a pris le pouvoir, voilà, son Excellence Christophe Dabiré, il a bien mentionné ça, le glissement générationnel est en train de se faire. Donc je crois qu'à un moment donné, ça devrait être enclenché. Et c'est un devoir même de la génération jeune. Mais simplement, il ne faut pas rentrer dans un conflit de génération, à mon avis. Parce que, comme on le dit chez nous, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Donc, je pense qu'il faut trouver la complémentarité pour avoir une transition assez lisse de cela. Plusieurs candidatures déjà annoncées pour la présidentielle de 2020, dont celle du président sortant Roch Kaboré. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est la vitalité démocratique ou encore l'appétit du pouvoir? Plus vitalité. L'appétit du pouvoir, vous n'allez jamais le changer dans une nation.
Il y aura toujours, quel que soit le régime que vous avez, vous auriez toujours des gens qui veulent être Mais il n'y à a la pas tête mille façons de des développer nations. le Burkina. Pourquoi autant de candidatures, autant de partis politiques? N'est-ce pas là aussi peut-être l'une des plaies de ce sous-développement du pays des hommes Mais intègres? ça aussi la définition de la démocratie. Vous ne pouvez pas être dans un système et vouloir contraindre des visions. Je crois que tout cela va se consolider avec le temps. Les visions vont se rapprocher, les gens vont se mettre à suivre de... Mais c'est une question aussi d'idéologie. Il n'y a peut-être pas 10 000 idéologies, je vous le connais, il faut juste développer le Burkina. Mais beaucoup de citoyens estiment que la voie à suivre est multiforme. Donc pour moi, c'est une vitalité démocratique. Il faut en être fier qu'il y ait autant d'annonces de candidatures. Mais je ne voudrais pas ça appétit du pouvoir. Chacun a le droit, vous et moi, on a le droit de le faire aussi. Donc pourquoi pas d'autres personnes? Alors, quelles sont les grandes réformes pour vous, pour un pays comme le Burkina Faso à partir de 2020? Ça, c'est peut-être une supputation, mais je crois que ce qui est important, c'est qu'en tant que nation, on commence à repenser ce qu'on devrait être dans la région. Parce que le Burkina Faso ne se développera jamais sans l'UEMOA, sans la CEDEAO. Maintenant, il faut qu'on soit un maillon essentiel de cet ensemble-là. Certains disent que les Burkinabés sortent. Hein. Très souvent, on le dit, il y a des hommes d'affaires burkinabés qui arrivent à faire des choses. Oui, nous sommes une tradition d'immigration pour commencer. Et en même temps aussi, on a une certaine économie qui nous permet de se déporter au-delà des frontières, ce qui est très bien. On cite les champions nationaux généralement, notamment au niveau des banques. Je vais citer quelques noms ici. Il y a le Coris Bank, Wenkoni Bank et IB Bank qui tentent de se créer et peut-être qu'ils vont se déporter dans les frontières. Il y a d'autres entrepreneurs, notamment au niveau des BTP, au niveau du ciment qui tentent. Donc pour revenir à votre question, ce que le Burkina Faso devrait être, repenser à être un carrefour de la région, un centre d'excellence où les gens veulent venir. On a plusieurs atouts, on est bien éduqué, notre université produit des gens de qualité, on a des centres d'affaires assez de qualité, on a une économie diversifiée, on a des produits de rente, des produits d'exportation. Mais il faut repenser à ça. Et aussi, la première ressource qu'on a, ça c'est très important, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le coton, ce sont les hommes. Si vous regardez la qualité humaine qu'on a au niveau du Burkina Faso, c'est très important. Il faudrait peut-être bâtir une stratégie autour de ça. Comment pouvons-nous faire un développement auto-centré sur ça? Et finalement, il y a d'autres questions plus structurelles de développement, comme l'énergie, la gouvernance. Mais il faut recentrer tout ça. Le Burkina Faso doit être peut-être Suisse ou Singapour de demain, on ne sait pas, mais il faut rêver. L'espoir est permis. Oui, l'espoir est tout à fait permis. Alors, on parle du Togo, réforme, Burkina Faso, réforme, Côte d'Ivoire, réforme, UEMOA, CEDEAO. On finira par vous dire, pour certains en tout cas, quelles que soient les réformes que nous ferons, en tout cas pour les pays de la zone franc, tant que les pays ne vont pas se débarrasser de ce cordon ombilical qui les lie à la France, il n'y aura pas de développement avec une autre monnaie. Oui, il y a ce débat autour de la monnaie, mais la monnaie ne fait pas tout. Quel que soit le système. Mais ça permet quand même d'avoir une certaine autonomie. Oui, ça a son avantage d'être flexible, mais ça a son avantage aussi quand on a un système de rechange flexible. Ça veut dire que c'est le taux de change qui absorbe le choc. Ça veut dire du jour au lendemain, votre taux de change va faire des yo-yo en fonction des réserves que vous avez. Lorsque vous avez un change fixe, c'est l'autre de l'inconvénient. Donc chaque système a son plus et son inconvénient. Moi, je voudrais dire qu'il y a beaucoup plus de problèmes de développement plus profonds que cela. Ce débat-là peut se mener en parallèle. Ça, c'est normal. La question de la monnaie, vous trouvez que c'est un faux débat? Non, pas un faux débat, mais pas peut-être la priorité à mes yeux. Moi, ce qui m'importe... On parle de l'écho en 2020 pour l'espace CEDEAO. La décision politique est tombée, effectivement. Il y a certains techniciens qui parlent de critères de convergence. Vous qui êtes économiste et autres, là, ça veut dire quoi concrètement pour les citoyens ordinaires? Très simple. Critère de convergence veut dire au niveau paramètres économiques, on se ressemble. Lorsque vous avez la même monnaie, c'est que vous avez enlevé l'instrument de taux de change. C'est-à-dire qu'on ne peut plus utiliser la dévaluation, la réévaluation comme un instrument de compétitivité contre son voisin. Donc il faut que vous vous ressemblez pour que la politique unique qui est faite, par exemple, au niveau de la BCEAO, convienne à tout le monde. C'est ça les critères de convergence. Nigeria, Ghana, Burkina, voilà. Pour le moment, nous sommes deux zones différentes. L'UEMOA a déjà des critères de convergence. C'est-à-dire que les déficits publics doivent être capés en deçà de 3%, par exemple. La dette en deçà de 70%, l'inflation en deçà de 3%. Donc, c'est des paramètres économiques qu'on définit. On dit chacun est dans ce sens-là pour qu'on se ressemble. Mais on a deux zones différentes. Il y a la zone UEMOA et il y a la zone monétaire ouest-africaine où le Niger et le Ghana sont différents. Donc, l'idée, c'est de rentrer et de se ressembler. C'est le même processus qu'il y a eu à faire l'euro. C'est-à-dire qu'on a défini les critères, chacun a travaillé à aller dans ça. L'idée, c'est de minimiser les pertes et les coûts lorsque la politique unique sera en marche. À vous écouter, 2020, c'est peut-être pas sûr, pas réaliste. Non. Pour l'éco. Je crois qu'il y a un noyau, j'ai cru comprendre qu'il y a un noyau de pays prêts. C'est ça la stratégie qui a été annoncée pour déjà dès 2020 aller vers cela.
Prêt ou pas prêt, c'est une dynamique. Vous voyez, même l'euro, on ne dira pas que l'euro est prêt, c'est peut-être une dynamique. Hein. Donc je pense que la vision est là, ça c'est notre question. Hein. Mais moi, ce qui me un peu gêne dans cette question-là, c'est que j'ai l'impression que les autres questions plus profondes de développement sont occultées. Alors, moi, je voudrais bien que ma population s'éduque, je voudrais bien que les gens se soignent, je voudrais bien 3 repas par jour pour mes concitoyens, je voudrais bien un cadre de vie agréable pour mes enfants dans ce futur Burkina. Donc, il y a quand même certains paramètres qu'il faut penser, et ça, je ne pense pas que c'est lié forcément à la monnaie. On peut avoir la monnaie, mais si on n'a pas une bonne gouvernance ou une bonne politique, bon, on est dans d'autres choses. Voilà qui est clair, monnaie et bonne gouvernance vont de pair. Tout à fait. Merci à vous, M. Sampaou Wende Jules Tapsouba. Merci pour l'opportunité. Merci. Aux téléspectateurs de Burkina Info, merci à tous et à chacun. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, nous étions au Togo, à Lomé, capitale du Togo, pour cette émission Le Grand Déballage avec le représentant résident du Fonds monétaire international, le Dr Sampaou Wende Jules Tapsouba. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.